Bonjour à tous, donc je suis Sabine Audry, chargée de mission énergie et chimie verte à la DRAF, chargée d'animer cette deuxième table ronde de la matinée. Donc après la table ronde introductive, on va cette fois-ci se rapprocher un petit peu plus du terrain avec une table ronde intitulée « Observer, évaluer de la forêt jusqu'à la chaufferie », en compagnie donc de l'ONF Fabrice Koch, en compagnie de l'Union régionale des communes forestières Wilfried Tissot, de Julien Laporte de Fibois, de Vincent Varzignac de Aura 2E et Guillaume Brulfer de Atmo. Pour faire un petit tour d'horizon des outils régionaux d'observation qui nous permettent de suivre la filière bois-énergie et d'ainsi évaluer les diverses politiques publiques. Donc, je me tourne tout d'abord vers l'ONF pour demander à Fabrice Koch, aujourd'hui, comment est-ce qu'on observe l'accroissement de la forêt? Quels sont les outils qui le calculent? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'inventaire forestier national, puis nous éclairer ce qui se cache sous le mot LIDAR? Oui, donc je vais vous présenter en fait ce qu'on appelle les observatoires territoriaux des forêts qui se mettent en place sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, pour engager cette discussion, je vais en fait, on va identifier quelles sont les données disponibles au niveau de la forêt selon différentes échelles d'approche et qu'est-ce que l'observatoire territorial permet d'apporter comme amélioration dans cette connaissance de la ressource. Donc la colonne de gauche, là, c'est avant les observatoires. On a donc des données qui sont de qualité mesurées à l'échelle française, régionale et départementale. C'est le travail de l'observatoire de l'inventaire forestier national, qui a été créé pour cela. Par contre, dès qu'on descend un peu en échelle, et notamment quand on arrive à l'échelle des territoires, quand je parle de territoire, je parle de PCI, de comités de communes, de parcs naturels régionaux, là, on a plus de données aussi précises puisque les données de l'inventaire forestier national ne sont plus pertinentes à des échelles trop fines. Quand on se retrouve à l'échelle d'une forêt ou d'une parcelle, on retrouve des informations de qualité si on dispose d'un document de gestion durable de la forêt, donc aménagement forestier en forêt publique ou plan de gestion en forêt privée. Mais par contre, quand on n'a pas de document de gestion durable, c'est pareil, on a un manque d'informations précises sur la ressource forestière. Avec l'Observatoire territorial des forêts, on arrive à combler ces différents manques et donc on obtient une donnée qui soit de la même qualité et aussi précise à toutes les échelles du territoire, de la forêt et de la parcelle, que l'on dispose ou non d'un document de gestion durable. Donc maintenant, je vais vous exposer de quelle façon ces observatoires peuvent arriver à ce petit miracle finalement. Alors, un observatoire territorial des forêts est composé de deux éléments qui se complètent. D'une part, un réseau de placettes de mesures d'ordre métrique permanentes, donc un peu de la même façon que l'inventaire forestier national dispose de placettes permanentes sur l'ensemble du territoire national. Donc, ça veut dire que sur une placette de rayon 15 mètres en l'occurrence, on mesure et on positionne précisément tous les arbres par rapport à un centre placette qui est lui-même très précisément géolocalisé. Ces placettes nous permettent d'avoir une information de type inventaire forestier national, mais à des échelles plus fines. Ils nous permettent aussi de connaître les flux au moment du recomptage, c'est-à-dire que quand on va recompter ces placettes au bout de 5, 10 ou 15 ans, on va recompter les mêmes arbres et on sera capable de dire de combien elles ont poussé, quelle a été la mortalité naturelle et quel a été le taux de prélèvement sur ces zones-là. Donc, toutes des informations équivalentes à celles qu'on obtient via l'inventaire forestier national. Et puis, ce qu'elles nous permettront de faire en plus, c'est de calibrer des données de télédétection. Alors, les données de télédétection dont nous allons parler, là, ce sont les données LIDAR. Après, il y a d'autres données de télédétection qui pourront, à l'avenir, nous aider à qualifier la ressource forestière. Alors, une donnée LIDAR, c'est une donnée qui est prise par avion avec des envois d'impulsion laser vers le sol. Et donc, il y a un capteur qui récupère en fait les retours à chaque fois qu'un laser a percuté un obstacle, il remonte à l'avion. Et ça nous permet d'obtenir en fait un nuage 3D de la végétation.
et d'obtenir aussi le modèle numérique de terrain, c'est-à-dire la topographie précise du sol, y compris sous couvert de végétation. Donc, on a ce modèle numérique de terrain qui est fourni immédiatement. On a un modèle numérique de surface qui nous donne la hauteur des arbres qui est aussi fourni immédiatement. Et par contre, pour obtenir des données dendrométriques plus précises, il faut travailler sur de la modélisation. Donc on essaye de mettre en corrélation la configuration du nuage 3D des points lidar avec les placettes telles qu'elles ont été mesurées. Donc on a une configuration du nuage lidar, par exemple sur une placette donnée qui donne une quantité de bois à cet endroit-là, et on pourra extrapoler le fait qu'à chaque fois qu'on aura un nuage 3D équivalent sur le territoire, on aura une quantité de bois équivalente. Et comme ça, de proche en proche, par la modélisation, on obtient une cartographie surfacique de la ressource forestière. Alors les livrables de l'Observatoire territorial des forêts, c'est donc cet ensemble de données de façon très résumée. Donc les cartes de pente de terrain dont je vous ai parlé, le modèle numérique de terrain. Bon, voilà, on a l'impression d'être sur la Lune, il y a la couverture forestière qui a complètement été enlevée. Et ça nous permet, nous forestiers, par exemple, de positionner de la desserte de façon très précise en montagne, de calculer des cubatures, de positionner des câbles, d'identifier de façon plus générale l'exploitabilité des forêts et la façon d'aller chercher le bois sur des zones un peu en pente ou en montagne. Ces cartes de pente de terrain sont évidemment utiles pour tous les gestionnaires du territoire. Dès que vous faites de la gestion de routes, de réseaux, etc., c'est absolument utile et indispensable. L'autre, oui. Donc en bas à droite, vous avez la carte des données sur la ressource. Donc ça, c'est ce qui est issu de la modélisation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc chaque pixel est de la taille d'une placette de calibration, donc c'est 700 mètres carrés. Et sur chacun de ces pixels, vous avez une donnée dendrométrique qui est calculée. Donc là, par exemple, vous avez la surface terrière des forêts. La surface terrière, c'est en fait la section des arbres à 1,30 m à l'échelle d'un hectare. C'est-à-dire que si vous coupez tous les arbres à 1,30 m, que vous additionnez la section de tous ces arbres-là, vous obtenez la surface terrière. Et c'est une donnée essentielle pour suivre la gestion forestière. Donc on peut obtenir ce type de données au pixel de cet arbre, mais aussi la surface terrière par catégorie de diamètre, par exemple pour les gros bois. On peut aussi l'avoir par essence, feuillu, résineux. On peut aussi avoir d'autres types de données comme le type de peuplement, le nombre d'arbres, etc. Donc voilà, on a tout un ensemble de métriques de la forêt qui peuvent nous être données avec cette précision-là. Juste pour info, dans le meilleur des cas en forêt, quand on a un document de gestion durable, on arrive à avoir 1 point à l'hectare avec ces métriques-là, et là on est à 14 points à l'hectare, donc on change de qualité d'information. C'est pour ça qu'on dit qu'on a une information qui est précise à la parcelle. Juste encore pour finir sur la diapo d'avant. Et donc en bas à gauche, ça c'est le recomptage des placettes permanentes. Ça nous donne des informations sur les flux. Donc là vous avez la production, vous avez la mortalité, vous avez la récolte. Et ça permet de répondre à la question, est-ce que j'exerce une gestion durable de la ressource sur mon territoire à différentes échelles, et donc plus fine que celle de l'inventaire forestier national. Donc, par exemple, les 3 colonnes de gauche sont sur les peuplements résineux dans les montagnes de l'Ain. On voit qu'on récolte à peu près l'accroissement dans les peuplements résineux, et à droite, vous avez les peuplements majoritairement feuillus. Et là, on voit que la récolte est insuffisante. En tout cas, on récolte beaucoup moins que la capitalisation naturelle de ces peuplements-là. Donc, ça nous permet d'ajuster les récoltes en fonction de ce type d'information. Alors, où en est-on aujourd'hui sur ces observatoires? Il y a aujourd'hui en France 3 observatoires qui ont été installés ou sont en cours d'installation. Dans les autres régions françaises, ce sont des choses qui se mettent actuellement en place, mais pour l'instant, voilà, on a que ces 3-là. Donc le premier, c'est Montagne de l'Ain en 2015 avec 125 000 hectares de forêt publique privée. 2019-2020, donc on vient de réaliser les dernières modélisations en Savoie et Massif des Bauges, un peu plus de 200 000 hectares. Et puis la Haute-Savoie démarre cette année, se finira en 2021 sur à peu près 2/3 du département. Donc cette mise en place des observatoires est inscrite comme objectif dans le plan régional forêt-bois qui a été validé l'année dernière, et avec une ambition d'installer à peu près des observatoires sur 2/3 des forêts d'ici 2025, 1,5 million d'hectares, essentiellement les forêts résineuses les plus productives
montagne et de moyenne montagne. Alors, pour que cette dynamique s'installe et nous permette d'arriver à cet objectif un peu ambitieux, on prévoit un séminaire télédétection et forêt qui va se tenir en novembre 2020. J'ai pas la date aujourd'hui, mais probablement le 3 ou le 4 novembre, elle sera arrêtée très rapidement. Et ensuite, derrière, l'idée c'est d'avoir une gouvernance régionale qui s'instaure et qui regroupe tous les acteurs en fait qui sont partie prenante pour la mise en place de cet observatoire pour voilà, dynamiser cette ambition à l'échéance 2025. Pardon. Merci beaucoup, Fabrice, pour ces explications. Nicolas, je suppose qu'on regroupe les questions à la toute fin, ou est-ce que tu as des questions de compréhension ou... Nous, on prend peut-être 2 intervenants et après une série de questions, si ça vous va comme ça. D'accord, très bien. Donc, si on veut maintenant s'intéresser plus particulièrement au bois énergie, qu'est-ce que peut nous dire Fibois sur les données qui sont régulièrement suivies Oui, c'était rouge. C'était rouge. Ah, ok. Bon, alors je reprends. Je sais pas à partir de quel moment c'était rouge. On recommence. On recommence. Allez. Donc, l'interprofession Fibo-Auvergne-Rhône-Alpes, effectivement, réalise un observatoire chaque année en alternant un observatoire bois déchiqueté, bois bûche et puis granulé et connexe de la seconde transformation du bois. Donc mis à jour tous les 3 ans. Qu'est-ce que l'on récolte comme données au niveau départemental? Donc on récolte des données sur la production, sur les circuits de distribution des combustibles, sur la consommation. Donc effectivement c'est important d'avoir la production et puis en face de mettre quand même l'état de la consommation. Puis quelques éléments aussi sur la conjoncture. Alors pour ce faire, pour récolter toutes ces données, on réalise des enquêtes donc auprès des professionnels. Pour réaliser ces enquêtes, on travaille sous convention avec les interprofessions départementales, puisqu'on a la particularité en région d'avoir des interprofessions départementales, ou des structures qui animent la filière bois-énergie, telles que des ALEC, des associations d'énergie renouvelable, qui sont du coup en mesure d'aller auditer les entreprises, alors de manière plus ou moins exhaustive selon la filière. Sur le bois déchiqueté, on essaye d'avoir l'exhaustivité des données. Après, sur la filière bois-bûche, on le verra tout à l'heure, mais étant donné qu'on a une filière qui est à 30% officielle et puis 60%, on va dire, marché informel, on ne peut pas auditer tous les professionnels. Donc après, il y a des extrapolations qui sont réalisées. Et puis sur le granulé, par contre, on arrive là aussi à avoir des données assez exhaustives. Donc là, par exemple, si on prend l'observatoire bois déchiqueté, donc le dernier en date, vous pouvez aller sur le site fibois-aura.org pour les consulter. Le dernier en date, c'était 2016. On est en train cette année de le mettre à jour. Donc à la fois sur la production, je le rappelle, et puis en face la consommation avec les chaufferies. Donc là, ce qu'on peut dire au niveau des chiffres clés, donc l'échantillon là de l'enquête, c'était en 2016 les 176 fournisseurs identifiés sur la région. Donc c'était environ plus d'1 million de tonnes de bois déchiqueté commercialisés, donc avec une majorité de plaquettes humides, donc c'est au-dessus de 30%. Il y avait 190 plateformes, donc dont une majorité de plateformes privées, mais aussi des plateformes publiques, avec une capacité globale de 1 600 000 mètres cubes à part en plaquettes. MAP, c'est mètres cubes à part en plaquettes par an. Pour faire du bois déchiqueté, évidemment, cela signifie qu'on a besoin de broyeurs. Donc les broyeurs mobiles, une centaine en région, donc qui sont en général mutualisés, qui sont mobiles, donc qui vont sur différentes plateformes, qui vont en forêt,
pour mutualiser les moyens de production. Une capacité globale là, des broyeurs de 11 000 m3 par an par heure. En ETP, alors ETP c'est équivalent temps plein, donc c'est les emplois, on est d'après l'estimation, entre 600 et 900 emplois, sachant que le ratio qu'on donne, c'est que pour 1000 à 1200 tonnes de bois déchiqueté, cela génère environ un équivalent temps plein, jusqu'à la chaufferie. On ne prend pas en compte ensuite l'exploitation de la chaufferie, on est vraiment sur l'amont et sur l'approvisionnement. L'origine des bois, en général, départementale, voire département limitrophe, mais la ressource reste toujours très locale. C'est 1 600 000 tonnes de bois déchiqueté consommé, donc sachant qu'il y a une part d'autoconsommation qui est non négligeable et qui est à prendre en compte. Ça représente, pour avoir une idée de ratio par rapport à la production nationale, c'est environ 15% de la consommation nationale, c'est 1 600 000 tonnes. Sinon, en parallèle, en face, sur la partie consommation, ce qui veut dire du coup chaufferie, il y a environ 1500 chaufferies recensées. Alors, c'est à partir de 35 kg. On n'est pas sur les chaufferies inférieures, chaufferies individuelles, parce que là, ça devient très compliqué d'avoir ces chiffres-là. Et dans ces 1500 chaufferies, on a environ 200 installations de plus de 1 MW en puissance. Et ça représente le tout 25% de la part nationale. En puissance totale cumulée des installations, on est environ à 1110 MW, et ça représente 13% de la part nationale. En bas à droite, c'est juste pour que vous ayez une petite idée entre de volume entre le mètre cube plein et puis le mètre cube apparent plaquette dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, pour info, sur 35% d'humidité, un mètre cube plein, c'est environ 2,5 mètres cubes apparent plaquette, soit 0,6 tonnes. Donc ça, c'était la partie bois déchiqueté, dont la mise à jour se réalise cette année. Sur la partie bois bûche, donc l'observatoire date de 2017. Donc là, 173 entreprises interrogées sur les 700 aujourd'hui connues, recensées en région Auvergne-Rhône-Alpes. Sachant que je le rappelle, il y a un petit panneau point d'exclamation en bas, il y a 65% environ du marché qui reste sur le bois bûche, qui reste informel. Donc les données sont à prendre avec des pincettes, sachant qu'on a fait une extrapolation puisqu'on part de 173 entreprises et qu'on en a recensé 700. Donc c'est environ 1,4 million de mètres cubes de bois de chauffage. 2 tiers des entreprises sont équipées pour la production d'un combiné Cooper-Fender. 33% des entreprises disposent d'un hangar de stockage, donc en fait de séchage, donc pour proposer à la fois du bois humide ou mi-sec à certaines périodes, mais aussi du bois sec sur les périodes un petit peu tendues d'hiver où les consommateurs en général réclament ce genre de produit et pour directement avoir une bûche prête à l'emploi. 10 entreprises procèdent au séchage artificiel. En face, vous avez les marques qui aujourd'hui existent sur le bois bûche, les marques et labels. En région, il y a la marque ONF Énergie Bois qui recense un producteur en région. Et sur la marque France Bois Bûche, déclinée elle aussi en région, il y a aujourd'hui 42 producteurs en Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui représente un quart des producteurs engagés dans cette démarche au niveau national. L'origine des bois départementale, là aussi, voire département limitrophe. Et il y a quand même 20%, puisque vous savez, le bois bûche, c'est plutôt du feuillu. On a 20% de l'approvisionnement qui vient de la Bourgogne-Franche-Comté. C'est quand même le territoire, on va dire, ressource en termes de bois bûche, enfin de bois feuillu. Et sur les ménages, au niveau de la consommation et au niveau des ménages qui se chauffent au bois bûche, on en recense 750 000, avec voilà, une moyenne de nombre de stères mètres cubes par an de consommés, sachant qu'il y a la moitié de ces ménages qui se chauffent au bois bûche qui sont en chauffage principal. En bas, pour information, vous aurez le temps de regarder de nouveau, on a les équivalences entre le stère de référence qui date de la fin du XXe mais qui n'est plus officiel aujourd'hui puisqu'on parle en mètres cubes apparent avec la longueur des bûches. Hop. Et enfin, sur les quelques données sur les granulés et les connexes de la seconde transformation, donc ça c'est un observatoire assez récent, il date de cette année. Sur le granulé, donc c'est à gauche, la seconde transformation à droite, enfin les connexes de seconde transformation à droite sur l'écran.
Donc d'abord les granulés, c'est 16 producteurs en région sur les 60 existants en France, en unités de granulation. C'est 450 000 tonnes produites et c'est 28% de la production nationale. Donc une région très excédentaire par rapport à d'autres, donc forcément des flux de commercialisation qui dépassent les frontières de la région. 92% de l'approvisionnement, donc en granulés ou copeaux, sciure, billon, est régional. Et vous avez sur le granulé un volume quasiment, on est quasiment à 100% du volume qui aujourd'hui est certifié par une des 3 certifications que vous avez là, NF, DIN ou EN. C'est 210 emplois directs. Donc on voit qu'il y a une croissance quand même assez importante puisqu'on était à 130 en 2013. 165 000 tonnes consommées. Donc vous voyez, 450 000 tonnes produites, 165 000 consommées. C'est 120 000 ménages qui se chauffent au granulé, 328 chaudières entre 50 et 300 kW. On le verra dans le DEL l'atelier également de vendredi. Le granulé peut répondre à évidemment les poêles individuelles, mais aussi à des chaudières jusqu'à une certaine puissance. Donc des chaudières 328, et il y a quand même 2 installations granulées avec des puissances de plus de 1 MW. Et puis enfin, il faut savoir que 3/4 du volume de granulés aujourd'hui, que ce soit au niveau régional ou français, est conditionné en sac. Même si on parle beaucoup des camions souffleurs, ça représente que 1/4 les camions souffleurs. En face, vous avez donc la seconde transformation avec une enquête qui a été réalisée auprès de quelques professionnels et puis du coup là aussi extrapolation puisqu'on ne peut pas interroger les 14 000 entreprises de la seconde transformation. C'est 1,5 million de mètres cubes de bois massif ou panneaux transformés. Et sur ces 1,5 million, on a environ 110 000 tonnes de connexes qui sont générés. Alors on a à la fois les connexes de type massif, donc qui proviennent, j'ai mis entre parenthèses des bois bruts, rabotés, bois lamelé collé, etc. Et puis des connexes de type panneau bois, donc là qui sont un peu plus adjuvantés avec de la colle ou du traitement. Donc là on parle par exemple des panneaux particules ou OSB mélaminés. Donc l'origine de ces bois, région et pays limitrophes, avec 25% à l'étranger pour le panneau de bois. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'en région comme en France, il y a une part non prépondérante de fabricants de panneaux. Par contre, pour tout ce qui est bois massif, là ça vient très largement des scieries ou négoces régionaux. Pour la valorisation de ces connexes, puisqu'on parle quand même du bois énergie, l'idée de l'observatoire, c'était d'identifier un petit peu la valorisation finale de ces connexes. Donc il y a plus de 50% des entreprises qui font le tri au sein de leur entreprise et qui valorisent en interne ces connexes. Alors ils trient ce qui est effectivement adjuvanté, pas adjuvanté. Donc on va dire qu'ils majoritairement ils brûlent dans leur chaudière d'atelier du bois type massif. Donc voilà, c'est marqué 50%. Ou alors, il y a aussi de la vente à des chaufferies non de proximité ou valorisation, élimination, on va dire, en déchetterie ou en plateforme de recyclage. Et puis sinon, pour les connexes de panneaux bois, là, très clairement, les entreprises passent directement en déchetterie professionnelle ou en benne de recyclage, donc via la Fédérec et via le réseau, on va dire, des entreprises qui font le recyclage. Et à droite, vous regarderez plus précisément, si vous le souhaitez, il y a effectivement le volume de produits connexes et la répartition entre finalement les entreprises type menuisier, charpentier, emballage, qui travaillent plutôt du bois massif et donc qui génèrent plutôt des connexes de type bois massif, et puis les entreprises plutôt d'ameublement et d'agencement qui, elles, on va dire, aujourd'hui mobilisent de plus en plus de bois type panneau et donc génèrent quand même des volumes conséquents de panneaux de bois. Et dans l'observatoire, vous aurez, si vous le téléchargez, des informations au niveau départemental où on a des différences de connexes, de gisements de connexes selon les départements et selon du coup les entreprises présentes sur ces départements. Voilà. Merci beaucoup Julien pour ce panorama très précis. Du coup, il y avait beaucoup de chiffres, donc les diapos, je pense qu'on peut dire que les diapos seront disponibles sur le site d'Ora 2E ou un autre. Est-ce qu'on a des questions qui peuvent être posées à ce stade ou pas, Nicolas? Non. Non. Je m'enchaîne. Donc, du coup, on va se tourner vers Vincent de Ora 2E qui va nous montrer une façon originale de représenter une photographie de ce qui est fait avec le bois récolté.
ces diverses valorisations grâce à l'outil qu'on appelle le diagramme de Sankey. Donc, quelles sont les particularités de cet outil et que permet-il que ne permettent pas d'autres outils, notamment? Vincent. Merci. Bonjour à tous. Oui, je vais vous présenter ce qu'on a pu faire sur les flux de biomasse, principalement à l'échelle régionale, donc entre les régions, et vous parler aussi un petit peu à une échelle un petit peu plus fine au niveau territorial, ce qui commence à être fait. Donc au niveau des régions, pourquoi on a fait ça? La problématique, en fait, c'était un petit peu qu'il y avait un manque de vision globale des flux au niveau des différentes régions et de mettre un petit peu en perspective la ressource par rapport au prélèvement, voir quelles sont les importations, comment les produits sont transformés, consommés et finalement en partie exportés. Ça a été fait dans le cadre d'un projet de recherche qui est indiqué ici, un projet AF Filière, analyse des flux des filières biomasse pour des stratégies régionales de bioéconomie. C'était un projet graine financé par l'ADEME. Et je vous indique ici le site internet du site, donc flux-biomasse.fr. J'irai ensuite vous montrer les diagrammes, pas tout de suite, hein, mais j'irai vous montrer les diagrammes de Sankey sur ce flux. Et ce projet, ça a été principalement conduit par l'INRIA, notamment Jean-Yves Courtonne. Donc l'objectif, c'est d'améliorer un petit peu la connaissance des flux de biomasse. On parlait de biomasse, donc à la fois sur l'aspect forêt-bois, c'est uniquement ce dont je vais vous parler aujourd'hui, hein, mais il y a eu aussi des travaux sur l'aspect agricole et alimentaire. Donc au sein d'une région, mais également entre régions et entre le niveau régional et le niveau national. Donc en fait, on a des Sankey nationaux, les diagrammes au niveau des différentes régions et puis les échanges qu'il peut y avoir entre ces régions. Assez rapidement, le principe en fait de méthodologie qu'il y a derrière tout ça, c'est un principe de réconciliation de données. Donc en fait, on va utiliser des données qui sont existantes, il n'y a pas de création de données, et on va les réconcilier. Donc en gros, ce qu'on a en entrée, c'est des données qui peuvent être lacunaires. Comme vous voyez, par exemple, sur le diagramme à gauche, on sait ce qui sort des scieries, sur ce petit exemple relativement simple, on sait ce qui sort, mais on ne sait pas ce qui rentre. Donc ça, c'est des données lacunaires. On a également des données incohérentes. Sur les sillages, par exemple, on a plus de sillage produit que de consommation, parce que les données, ce n'est pas forcément les mêmes diffuseurs de données, donc il peut y avoir des incohérences. Et donc, ce que fait le modèle, c'est qu'il va en fait réconcilier tout ça, donc en fait relier les différentes parties. Faut voir ça un peu d'une façon. On a différents flux, certains on les connaît, et par déduction, on va en rajouter un, on va en rajouter un autre, etc. Et on va également pouvoir aussi considérer un peu l'incertitude en disant cette donnée, elle est plus fiable que cette autre donnée, et donc prendre en compte cette question d'incertitude. Le diagramme de flux, alors je vais vous le montrer sur le site internet. Donc là, vous devez voir le site flux-biomasse.fr. Je pas partager. Ah ouais. Partager le PowerPoint. Il faut que je fasse ça. Et on va partager l'écran et pas uniquement le PowerPoint. Alors voilà. Partage d'écran. Et on partage l'écran. Comme ça, tout le monde peut voir ce que tu fais. Super, alors là, normalement, bon, vous devez voir le site. Donc, les résultats pour les filières bois régionales, ce qui nous intéresse. Bon, vous pouvez aussi y aller par vous-même. Hein. Alors, comment on dézoome sur ça?
Donc, c'est tellement de choses sur le diagramme que le voir en une seule image, c'est pas lisible. Alors. Ça descend bien dans le détail. Moi, j'essaie de dézoomer sur l'écran. On en dit. Comment tu dézoomes sur ton écran, Nicolas? Je sais pas, il y a... Ouais, mais ça fait... Bon, je sais pas. Bon. Bon, tant pis. Ah si, ça marche. Super, merci. Donc là, vous avez le diagramme selon les différentes régions et également français. Donc là, c'est l'exemple français. On va aller sur notre région. Vous pouvez également télécharger les données Excel sous la forme d'un fichier. Donc comment se présente le diagramme? Bon, là, c'est les différents flux. Je vais juste vous expliquer le principe de fonctionnement en suivant un petit exemple. Hein. Donc, tout à gauche, on part de l'exploitation et à droite, la consommation. Donc ici, par exemple, on a les prélèvements. Donc, sur les prélèvements, il y en a une bonne partie qui va sur l'auto-approvisionnement et les circuits courts, une autre partie dans l'exploitation forestière. Et on peut voir dans cette exploitation forestière, vous avez une partie qui va vers les scieries. Ça, c'est et en vert, c'est le bois d'œuvre. En jaune, le bois énergie. En bleu, le papier. En orange, les déchets. Et en marron, le bois industrie. Donc, vous voyez, il y a une bonne partie qui va sur les sciages. C'est principalement des sciages résineux. Sur ces sciages, sur ces scieries, pardon, il y a une bonne partie qui vient évidemment des sciages, mais on a également des connexes qui peuvent être ensuite directement utilisés ou être utilisés pour la production de granulés, qui ensuite peuvent être utilisés par les ménages ou dans les chaufferies, mais également exportés. Donc pour chaque flux, vous avez les informations. En fait, le diagramme de Sankey, il faut qu'on utilise une même unité, mais sur les diagrammes, vous avez les conversions selon les différentes unités, en fonction de où on est. Des fois, on va parler en mètres cubes, d'autres fois en tonnes, etc. Donc, voilà un petit peu sur le diagramme de Sankey. Je reviens à ma présentation. Là, je peux partager l'écran, donc ça devrait être bon. Donc, on a également fait, il y a un certain nombre de cartes pour voir un petit peu les échanges entre régions. Voilà, je vous les montre sur le PowerPoint, mais elles sont également disponibles sur le site du projet. Donc là, vous avez les principaux échanges de bois rond sur la carte en haut à gauche. Donc, sur notre région, on voit qu'il y a des échanges avec la Bourgogne-Franche-Comté, dans les deux sens. On a des imports de Nouvelle-Aquitaine et des exports vers PACA. Et si on se concentre sur la carte en bas à droite avec uniquement ce qui se passe dans notre région et les différentes filières, hein, pas uniquement là, le bois rond, mais tous les autres filières, on voit qu'on a pas mal d'échanges avec l'étranger. Voilà, le point à l'étranger n'a pas de signification, c'est l'ensemble des pays étrangers. Là, il est placé en Suisse, mais ça ne veut pas dire que c'est la Suisse. Et si on prend juste un petit exemple sur le papier carton, on peut voir qu'on importe environ 1 million de tonnes, majoritairement de l'étranger, pour 400 000, et également de Nouvelle-Aquitaine pour un petit peu moins de 300 000 tonnes. Et sur les exports, on a un peu moins d'exports que ces imports. Là, je vous donne les chiffres qui ont été les chiffres sur l'ensemble. On est à 850 000 tonnes, dont 380 à l'étranger. Donc ça, c'est ce qu'on a pu faire au niveau régional. Un petit mot sur le niveau territorial. Donc au niveau territorial, on a fait quelques premières expérimentations à l'échelle locale. Donc ça reste encore un travail exploratoire. Je vous cite 3 exemples sur lesquels on a pu travailler.
dans l'ordre chronologique. Donc, il y avait un projet Data for Action qui avait travaillé sur les 2 savoirs. Donc, ça, c'était quelques années déjà. Un autre projet sur le PNR du Vercors et la métropole de Grenoble. Là, on avait, je vous parlerai des limites juste après, hein, et un autre sur le PNR des Bauges, dans le cadre du projet à filière, où il y avait eu un petit exemple sur ce territoire. À ce niveau territorial, il y a encore un certain nombre de limites, hein, et la principale, c'est la difficulté d'accès aux données. Au niveau régional, au niveau national, on a quand même des données assez précises. Et là, sur le niveau territorial, on a quand même beaucoup moins d'informations, notamment sur le bois d'œuvre. Et puis, il y a quand même des incertitudes dans les sources de données qu'on peut avoir. Donc ça, il n'y a pas, le travail qu'on fait, il n'y a pas de magie, on va dire, hein, c'est basé sur les données, et pour avoir quelque chose de fiable, il faut qu'on ait des données relativement conséquentes. Et une deuxième limite qui est plus, qu'on ressent plus au niveau territorial, c'est un petit peu la variabilité temporelle. Quand on a des échelles larges, nationales, régionales, on moyenne un petit peu les choses dans le temps. Et sur un territoire, on peut quand même avoir des dynamiques conjoncturelles plus importantes. Et d'une année à l'autre, ça peut quand même beaucoup changer. Ça peut poser plus de soucis à cette échelle plus fine. Donc, quelques pistes d'amélioration sur le travail au niveau territorial. Donc, l'idée, c'est de faire quelque chose de spécifique par territoire. Pour l'instant, on n'est pas capable de refaire le diagramme de Sankey que je vous ai montré précédemment, de le refaire sur un territoire. Donc, si on fait ça, on va avoir beaucoup d'erreurs. Par contre, on est capable quand même d'avoir certaines parties du diagramme. Donc, tout n'est pas à jeter, mais il faut sélectionner ce qui est intéressant sur cette échelle. Donc, réfléchir également aux échelles, à quelle échelle on le fait, parce que les échelles départements, massifs, où est-ce qu'on peut aller plus finement. Repenser un petit peu le périmètre d'analyse, c'est ce que je vous disais, hein, pas forcément d'avoir le diagramme de Sankey dans sa globalité. Et donc, cette adaptation des représentations en fonction des données disponibles sur chaque territoire, parce que ça ne va pas forcément être les mêmes données disponibles sur chacun des territoires. Très bien. Alors, je regarde, il y a des... Merci beaucoup, Vincent. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a le chat, alors je vais... Il nous reste encore 2 interventions. On est un petit peu juste au niveau du timing. Du coup, je voudrais maintenant qu'on se tourne vers la question de l'approvisionnement local des chaufferies en bois énergie. Est-ce qu'il existe un outil permettant de s'assurer qu'un approvisionnement est plus ou moins local et qui trace l'origine des bois qui approvisionnent une chaufferie? Donc, je crois que les communes forestières ont un projet de mettre en place, au moins de tester un tel outil. Est-ce que vous pouvez, Wilfried Tissot, nous expliciter un petit peu cela? Oui, alors, tout d'abord, dans le cadre de la... Là, on parlait des incertitudes des pattes. Effectivement, il y en a, mais il y a plein de types d'incertitudes, puisqu'il y a plein de types de données. Depuis déjà de nombreuses années, les élus, nous on représente les élus, se posent beaucoup de questions sur l'évaluation de la ressource locale. On a vu que c'était relativement facile, hein, bien sûr, relativement facile d'avoir une évaluation de la ressource à l'échelle régionale, mais comme Fabrice Coq l'a bien dit, plus on descend, plus on est précis sur les territoires et plus ça devient difficile. Voir d'une part quelle est l'évaluation de la ressource locale et quelle est sur cette ressource la part qui part réellement dans les chaufferies locales. Depuis 2007, de 2007 à 2016, les communes forestières ont réalisé un ensemble de plans d'approvisionnement territoriaux en plaquettes forestières. C'était l'objectif, c'était bien cet objectif-là, de mettre en parallèle la ressource et la consommation. On a couvert 50% à peu près de la forêt d'Auvergne-Rhône-Alpes avec cet outil-là. Cet outil est très imparfait, mais il a le mérite au moins d'exister.
L'objectif, c'était quand même, dans l'évaluation de la ressource, donc il y avait une première partie qui était l'évaluation du capital sur pied, où on utilisait à la fois les données, toutes les données disponibles, c'est-à-dire les données d'aménagement en forêt publique, les données des plans simples de gestion quand les propriétaires nous donnaient l'accès à cette donnée, et on complétait ça avec des données d'inventaire. On faisait des inventaires, hein, des tours relatioscopiques, un certain nombre de points en forêt pour compléter tout ça. Au moins sur la grande majorité des types de peuplement qui ne comportaient pas de données. Et puis, on rajoutait encore, là où on manquait d'informations, quelques données de l'IGN. Donc, vous imaginez bien que tout ça, ça comporte quand même des biais, puisqu'on mélange quand même beaucoup d'informations très différentes, des fois réalisées à des années différentes. Donc, à la fin, ça fait quelque chose quand même qui a un certain taux d'incertitude, effectivement. Mais on ne faisait pas forcément mieux ailleurs, et au moins on avait de la donnée qui était numérisée, qui était spatialisée. Là-dessus, on rentrait tout ça dans un modèle qui nous permettait, en fonction de la caractérisation des caractéristiques des peuplements, de la pente, de plein de paramètres, on pouvait sortir des coûts de mobilisation de cette plaquette forestière. Et on avait aussi la possibilité de faire ressortir tous les besoins logistiques, c'est-à-dire là où il manquait de la desserte, là où il fallait mettre une plateforme de stockage, par exemple. Donc tout ça, c'est bien, ça a un certain taux de fiabilité. Aujourd'hui, on fait quand même mieux que ça. Déjà, il y a des pattes nouvelle génération, il n'en existe pas sur Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ces pattes nouvelle génération n'utilisent plus du tout les données d'aménagement ni les plans simples de gestion. Et c'est l'IGN qui a la charge de réaliser l'ensemble des placettes. Donc, c'est selon un cahier des charges de l'IGN et c'est eux qui font aussi le plan d'échantillonnage pour être sûr d'atteindre un taux de fiabilité qui soit le plus élevé possible. Et aujourd'hui, ils l'annoncent à 95%. Après, c'est le même processus, c'est-à-dire que ce capital sur pied, il rentre dans un modèle et on a la possibilité d'obtenir toutes les mêmes informations, toutes les informations dont je vous citais avant. Là, ça continue ou... Oui, c'est bon. Ouais. Donc, ces pattes nouvelle génération ne permettent pas d'atteindre quand même des fiabilités qui sont, ne permettent pas d'atteindre des couvertures qui sont celles du LIDAR. On voyait que le LIDAR est quand même l'avenir. Donc nous, les élus continuent d'avoir des attentes très fortes pour absolument savoir ce qu'est cette ressource, mais les attentes ont évolué depuis 2007 à 2016. Aujourd'hui, on nous demande clairement d'évaluer la ressource en fonction aussi des enjeux environnementaux, c'est-à-dire quel est l'impact des prélèvements forestiers pour le bois énergie, l'impact sur la biodiversité, l'impact sur les paysages et d'être capable d'évaluer réellement les effets négatifs comme positifs du bois énergie. On n'a pas d'informations pour tous les territoires, puisqu'on ne couvre que 50% de la forêt Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on a créé un nouvel outil qui s'appelle Territool, qui nous permet, grâce à l'ensemble des plans d'approvisionnement territoriaux, de prendre cette donnée, de l'extrapoler dans certains cas, de remplir là encore avec de la donnée hygiène, et puis on va avoir avec l'ONF pour utiliser la donnée LIDAR là où elle existe, c'est-à-dire là pour l'instant la Savoie, bientôt la Haute-Savoie et puis le nord de l'Ain. Donc on prend quelque part les meilleures informations là où elles existent et puis on compile tout ça pour essayer d'avoir quand même de la donnée à l'échelle des intercommunalités. Donc là, vous n'avez certainement pas à l'écran le PowerPoint. J'ai présenté quelques petites images. On a du coup dans cet outil Territool l'ensemble des intercos avec une évaluation des volumes de bois énergie mobilisables d'un côté et de l'autre côté les consommations par communauté de communes, enfin par EPCI. Cette donnée est pour l'instant encore imparfaite. On a des territoires sur lesquels on a, pour pas vous mentir, des taux de fiabilité qui sont de l'ordre de 55%, donc c'est pas encore suffisant. Donc c'est pour ça que pour l'instant on l'a pas encore diffusé. On travaille encore largement là-dessus. Cette année, on va essayer, 2021 plutôt, on va essayer de voir pour intégrer les données LIDAR là où elles existent. On va essayer de consolider certains territoires avec l'IGN.
Et puis, on va essayer d'intégrer aussi toutes les données de notre modélisation foncière aussi et la desserte forestière, ainsi que les consommations qui sont issues des PCAET. Donc voilà, après, on essaiera juste de travailler sur l'affichage, c'est-à-dire que dans certains cas, on n'aura peut-être pas des volumes, mais des tranches de volumes, parce qu'on n'aura pas la donnée suffisamment précise pour afficher clairement un potentiel de bois énergie. Je crois que j'ai fait le tour. Très bien, merci. C'est très intéressant. Il nous reste combien? 10 minutes. Bon, ça devrait le faire. On va s'arranger. Donc, pour terminer, on va évoquer la question de la pollution liée à la combustion du bois. Et je vais donner la parole à Guillaume Brulfer de l'association Atmo pour qu'il nous précise donc le dispositif régional de surveillance de la qualité de l'air et les tendances constatées sur les émissions des différents polluants. Oui, bonjour, merci. Je vous remercie de me laisser la parole pour les 9 minutes qui me restent, sachant que j'avais sans doute la présentation la plus courte de la bande. Non, alors du coup, oui, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, alors le temps qu'on aille dessus, c'est aujourd'hui l'association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air. Il y a une association par région qui s'occupe voilà, de faire la surveillance environnementale. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une association quadripartite où on va retrouver l'État, les collectivités, les industriels et les associations environnementales. Du coup, si on avance, je vais essayer d'aller au pas de charge. Hop. Donc aujourd'hui, comment se fait la surveillance? Elle se fait bien entendu par des stations fixes, des stations historiques qui ont été implantées dans les années 95-97, on va dire, mais de plus en plus, un peu comme Météo France, on va vers des outils de simulation numérique, que ce soit pour faire des inventaires, on verra après, ou de la modélisation pour aujourd'hui, demain, ou rejouer des scénarisations en faisant bouger les paramètres. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'au niveau des concentrations, ce qu'on mesure, c'est que la pollution primaire, contrairement à une idée peut-être reçue, c'est qu'elle diminue. Ça fait 10 ans qu'en région Auvergne-Rhône-Alpes, les concentrations de dioxyde d'azote, de particules PM10 et de particules PM2,5 descendent à périmètre constant de station avec des baisses significatives. On voit de moins 30 à moins 60%. On le met sur le côté, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, on a une augmentation de l'ozone. Donc, oui, c'est bien. Du coup, sur les particules PM2,5, aujourd'hui, même si les valeurs réglementaires fixées par l'Europe commencent à être globalement respectées, après des années de dépassement, on a l'OMS qui nous donne des valeurs guides donc qui sont là pour la santé publique. Et ce que l'on voit, c'est qu'on a des dépassements conséquents de ces valeurs guides sur l'ensemble de la région et des départements de la région. Alors pourquoi ces dépassements? Voilà, c'est cette diapo. Donc là, on n'est plus sur les concentrations, ce que l'on mesure sur nos instruments de mesure. Là, on est déjà dans un outil statistique, c'est l'inventaire des émissions. Et donc, sur cet inventaire des émissions, ici, vous avez les contributions représentées pour les différents polluants. Et donc, si je prends les PM10 et PM2,5, ce que je vois, c'est que c'est la barre jaune, le résidentiel, qui fait aujourd'hui la majorité de la part de contribution à l'échelle de Rhône-Alpes. Et à l'intérieur de ce résidentiel, c'est le chauffage individuel au bois qui va être le poids le plus écrasant en moyenne annuelle. Ce qui veut dire que sur une journée typique d'hiver, où on est en période anticyclonique et froide, on va se retrouver avec des contributions du chauffage individuel au bois non performant qui vont être de l'ordre de 70-80% suivant les territoires. Et même ces chiffres-là, on va les retrouver en milieu urbain. Donc, comment est-ce que l'on arrive à ce type de résultats? Donc, l'enjeu, on en a parlé, enfin, vous en avez parlé avant, c'est la récolte de la donnée. Avoir la donnée la plus fiable possible à l'échelle la plus fine possible. Donc, on croise à la fois des choses macro et des remontées de territoire micro et on essaye de s'ajuster pour avoir l'incertitude la plus faible possible.
Alors, il y a des sources de données qui existent hein, sur le chauffage collectif, les réseaux de chaleur, tout ça c'est bien documenté, c'est simple. Sur le chauffage individuel, on va le voir juste après, c'est plus compliqué. Du coup, on est obligé de faire des enquêtes locales, communales, pour essayer de voir quel est le parc, comment les gens, quelles sont leurs habitudes de consommation, combien ils consomment, et du coup de pouvoir évaluer les émissions derrière. Oui, on peut avancer. Du coup, ce qui est intéressant, c'est certes d'avoir une photo, mais aussi d'avoir l'évolution année après année des émissions. Et pour ça, on sait que le parc d'appareils, il évolue. Parce qu'il y a un renouvellement naturel. Il peut y avoir un renouvellement accéléré. C'est le cas sur les territoires où il y a des fonds bois qui sont mis en place. Et il y a aussi les nouvelles constructions qui arrivent, par exemple. Et du coup, on doit essayer de mixer tout ça pour avoir un film le plus complet possible sur 10 ans, hein, grosso modo, pour savoir un petit peu ce qui se passe. Donc, à la fois, on va le voir en allant chercher des données nationales. C'est la diapo suivante. Voilà. Donc, par exemple, on a ici des ventes nationales de nouveaux appareils où on voit, hein, comme on peut l'avoir assez facilement en tête, une baisse au fil du temps des foyers fermés et inserts, et avec une place de plus en plus importante des poêles à granulés et des poêles bûches. Voilà. Et après, si on avance un petit peu, on voit sur cette diapo, hein, qu'on vous mettra bien entendu à disposition, qu'on a aussi un combustible et une performance qui devient de plus en plus grande, et c'est tant mieux, parce que on a des différences d'émissions entre un appareil performant et un foyer ouvert qui est le pire du pire. Voilà, on a les températures de combustion qui sont les plus mauvaises. On peut imaginer avoir jusqu'à des facteurs 100 d'émissions lorsque la combustion n'est pas contrôlée. Voilà. Et donc l'enjeu, après, une fois qu'on connaît l'appareil, qu'on sait qui a quel appareil chez soi, l'idée c'est d'avoir un peu les consommations et de savoir comment les gens consomment. Donc on l'avait dit tout à l'heure, hein, il y a 65% du bois bûche les ventes de bois bûche qui sont hors marché. Donc notre idée aussi, c'est d'essayer d'avoir de l'information là-dessus en allant interroger les gens sur leur consommation l'hiver. Et du coup, effectivement, c'est des choses qui sont assez compliquées à avoir. Donc, si on la diapo suivante, normalement, voilà, nous donne des résultats de ce qui a été fait sur des enquêtes régionales en 2017 avec 2000 réponses, hein, donc des choses qui sont relativement fiables, où on arrive à avoir, en fonction des années de construction, en fonction du type d'appareil, d'avoir une idée de ce que consomment les gens. Bon, les granulés aussi, bon, c'est des choses qu'on arrive à avoir de manière un peu plus fine. On va le voir presque pour terminer. Ouais, le plus difficile, c'est de savoir comment les gens vont utiliser leur appareil, et il y a une utilisation de l'appareil qui n'est pas toujours optimale, avec du bois qui ne va pas être sec, avec un allumage qui va être fait peut-être un petit peu n'importe comment, avec des allumages et un appareil qui ne va pas être utilisé à pleine puissance, donc qui va émettre plus. Et donc, toutes ces petites choses-là, effectivement, on ne sait pas exactement comment ça se passe chez les gens. Donc, on a des facteurs d'émission qui sont là, qui sont des choses moyennes. On a des choses en labo, on a des choses en sortie de cheminée sur le terrain. Et en fait, on essaye de mixer tout ça. Et on a une incertitude aussi qui peut apparaître importante lorsque l'on descend à l'échelle de la commune. Donc, évidemment, plus on est à des échelles de PCI grandes, plus c'est fiable. Voilà, mais pour autant, on est sûr par la mesure aussi, ça a été confirmé, que par exemple les politiques bois qui ont été mises en place de renouvellement à travers les plans de protection de l'atmosphère fonctionnent, et on a des choses très efficaces dans la baisse des concentrations de particules lorsque l'on mène des campagnes comme ça de renouvellement. Et donc, pour terminer, voilà, une conclusion assez générale pour dire que le bois énergie et la qualité de l'air, on a vraiment aujourd'hui de forts enjeux communs. Alors, des enjeux sanitaires, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on l'a vu dans les premières diapos, les particules sont pour beaucoup issues
du chauffage au bois non performant, ce qui va induire des dépassements réglementaires, même si ça commence à s'éloigner de nous un peu en Rhône-Alpes, mais voilà, avec des condamnations financières. Tout ça va avoir des impacts financiers, que ce soit par les amendes qu'on paye, par le coût sanitaire ou encore d'autres coûts annexes, type nettoyage des bâtiments, perte de rendement, etc. Mais voilà, on vous redit qu'il y a un véritable enjeu pour autant à travailler sur le bois énergie et sur la bonne qualité de combustion, parce que c'est l'enjeu de transition énergétique et qu'il faut travailler sur ce triptyque qualité de l'air, réduction des consommations énergétiques et énergie renouvelable. Voilà, j'ai essayé de tenir maximum le timing. Merci. Mais parfait, oui, merci beaucoup d'avoir tenu le timing. Merci pour cette présentation très claire. Du coup, il est pile 11 heures. Alors, est-ce qu'on prend le temps de prendre une ou deux questions très pertinentes, quitte à mettre le groupe On avait une en première retard? question de Monsieur Paulier de Woodstack qui posait la question à Vincent Vardignac de quelles sont les difficultés pour récupérer les données lorsqu'on fait des Sankey. Voilà, si j'ai bien compris la question. Quelles sont les principales difficultés posées par cette récupération de données? Alors, je suppose la question c'était plutôt au niveau territorial, puisqu'au niveau Oui. national, c'est des bases de données qu'on utilise. C'est C'est que ça coûte cher. c'est de les trouver là, dans les projets sur lesquels on a pu travailler. Si je donne l'exemple sur le PNR du Vercors et de la métro de Grenoble, la seule donnée qu'on avait pu avoir, c'était le PAT. Et donc, on avait uniquement ça. Et à notre connaissance, il n'y avait pas beaucoup plus. On avait eu quelques retours sur les chaufferies, quelques chiffres, mais c'est tout. En fait, C'est-à-dire qu'il faudrait créer des enquêtes particulières à la taille du territoire, finalement. Alors après, alors les données dont vous aviez parlé là sur les observatoires, c'est des données observatoires territoriales auxquelles on n'avait pas eu vent. Et puis On n'a pas. C'était pas sur cette zone, hein, il n'y avait pas sur Non. sur la zone du PNR de Vercors et Grenoble. C'est surtout que les observatoires, c'est de la ressource forestière pure. Hein. Là, on ne parle pas encore de distinction de type de produit. Oui. On ne parle pas de qualité de bois. Et dans ces données que vous cherchez là pour faire des travaux, là, on a besoin de connaître bien les types de produits qui sont sortis, où ils vont. Et donc là, on est quand même sur d'autres types d'informations. Oui. Donc le PAT en traitait une partie. Mais une grande partie n'était que modélisée, en fait. Hein, donc, on est dans le domaine de la théorie, quand même. Je pose une autre question, alors. Hein. Quel choix de conception, notamment en termes de taille de chaufferie, permettrait de mieux valoriser taille ou type de combustible, de valoriser le bois local? Cette question est posée par Christian Ferrer de la CAPI. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit Enfin, si, c'est un peu la taille de chaufferie, mais c'est beaucoup le mode de gestion. Donc, c'est sûr que si on part sur une DSP, ça a des avantages parce que la DSP, c'est facile pour les élus. Finalement, ils délèguent un service public. Par contre, après, ils ont de moins en moins la main sur la provenance de la ressource. Si on part sur de la régie, on a la capacité quand même systématiquement de savoir d'où ce qu'on met dans notre chaufferie. Très bien. Une autre question qui va un peu sur ce même sujet, de la DDT 73, qui parle des élus qui ont des difficultés à imposer les origines des bois lorsqu'ils lancent des marchés publics. Est-ce qu'il y a des solutions? Oui, il y a aujourd'hui de plus en plus de solutions. Le marché public a beaucoup évolué ces dernières années et aujourd'hui, on a de plus en plus de facilité à intégrer le bois local dans la commande publique. Donc, il y a plein de solutions. Plus tard dans la semaine, on parlera notamment des
de la commande groupée. Donc dans ce cadre-là, on peut lancer des marchés de commande groupée dans lesquels on intègre beaucoup le bois local. Donc il y a plein de façons, je ne vais peut-être pas développer ça maintenant, mais sinon il faut se mettre en lien avec nous. Je travaille actuellement aussi sur une DSP, là où il y a une DSP, comment réussir à finalement, bien que le marché soit déjà passé, que la DSP a été attribuée, comment réussir à quand même mettre du bois local là-dessus. Eh bien, on vient de s'apercevoir qu'il y avait quand même des solutions. Et puis, petite réponse de Monsieur Decoux de Decoux Bois Service qui dit le plus simple, c'est aussi de se rapprocher des professionnels du territoire et de les rencontrer. Et voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour notre table ronde. On va passer à la suivante. Merci à tous.